L'Égypte éternelle, glissant sur le cycle perpétuel du temps, où la mort s'achève dans un désert hostile, où la vie renaît de la puissance du Nil. Plus de 2000 ans durant, les Égyptiens ont cru que leur mort s'embarquait pour un voyage sacré vers un au-delà merveilleux. Aujourd'hui, leurs monuments sont autant de miracles et de mystères. Pendant plus de 30 ans, sans répit, un explorateur a vécu une odyssée personnelle à la recherche d'un passage vers le passé. Il allait être récompensé par l'héritage le plus extraordinaire que l'ancienne Égypte ait jamais légué. Howard Carter allait découvrir le tombeau de Toutankhamon et contempler le visage du pharaon. Sur le plateau de Gizeh, les puissants pharaons affirment leur majesté grâce à l'une des 7 merveilles du monde, les pyramides. Selon la religion de l'Égypte ancienne, le pharaon n'était pas uniquement un homme et un roi, mais il était également un dieu immortel. Quand il meurt, des vêtements, de la nourriture et des trésors magnifiques accompagnent la dépouille du pharaon dans son tombeau. Non pas par vanité, mais pour l'aider à accomplir son voyage vers l'au-delà. Mais pour certains Égyptiens, la cupidité supplante la foi. Chaque pyramide, aussi bien protégée soit-elle, est dévalisée presque immédiatement. En 1570 avant Jésus-Christ, le site d'inhumation des pharaons se transporte vers des gorges désolées plus en amont sur le Nil. Il sera connu sous le nom de la Vallée des Rois. Le nouveau site est à près de 650 km au sud des pyramides de Gizeh. Les tombes sont creusées dans la pierre et cachées sous des montagnes de rochers. La peine encourue pour le pillage d'une tombe et la mort. Malgré ce risque, l'attrait de l'or est trop grand. La vallée des rois est pillée et mise à sac. Alors que la majesté de l'Égypte ancienne s'estompe et que son empire se désagrège, la vallée retombe dans l'oubli. Mais une autre espèce d'envahisseur arrive. Des hommes comme l'Américain Theodore Davis découvrent les restes des tombeaux pillés. En 1914, Davis abandonne ses recherches, déclarant que la vallée des rois n'a plus de secrets à offrir. Howard Carter s'efforcera pendant les 8 années qui suivront de prouver qu'il a tort. Carter est un jeune artiste anglais qui est venu en Égypte pour la première fois en 1890. Il y acquiert ses connaissances archéologiques et imagine la vallée des rois à l'époque de sa splendeur, mais aussi de ses pillages barbares. On peut facilement imaginer les préparatifs du forfait des jours à l'avance. Les rendez-vous secrets à la tombée de la nuit sur la colline, le gardien du cimetière que l'on corrompt ou que l'on drogue. En fournissant à sa momie toutes sortes d'objets recherchés et de grande valeur qu'il estimait essentiels à sa dignité, le roi préparait sa propre destruction. Pendant des années, Carter observe les allées et venues des chercheurs de trésors. Il brûle de tenter sa chance dans la vallée, mais il n'a pas les moyens financiers d'entreprendre des fouilles de grande envergure. Carter n'est pas un chasseur de trésors occasionnel. Il apprend l'arabe. Il a peu d'amis et il n'est pas marié.
Carter a choisi de vivre une vie en dehors des sentiers battus. En 1908, la vie est loin de sourire au futur héros. Il vend des peintures aux touristes pour survivre. Mais il n'abandonne pas son rêve, fouiller minutieusement la vallée des rois. Très loin de là, installé dans son château en pleine campagne anglaise, un homme va partager la passion de Carter, Lord Carnarvon. George Edward Stanhope Molineux Herbert est lui aussi un féru d'orientalisme. Il s'intéresse aux fouilles et a besoin d'un archéologue expérimenté pour diriger ses recherches. En 1909, Carnarvon engage Howard Carter pour sélectionner les sites et embaucher des ouvriers là où il sent qu'un trésor peut être découvert. Jamais une telle chance ne s'était présentée à Carter. Carnarvon dépensera l'équivalent de dizaines de millions de francs pour embaucher des centaines d'ouvriers et faire construire une maison pour Carter aux abords de la vallée. En 1914, Carnarvon obtient une licence lui permettant de creuser dans la vallée que Theodore Davis avait déclarée sans intérêt et avait abandonnée. C'est maintenant à Howard Carter de réussir là où d'autres ont échoué après un siècle de recherche. L'œuvre de sa vie vient de commencer. Il est possible qu'il y ait beaucoup moins de choses à trouver dans cette vallée que sur n'importe quel autre site d'Égypte. Mais si la chance vous sourit, vous serez peut-être récompensé de toutes vos années de travail infructueux. La Première Guerre mondiale éclate. La Grande-Bretagne et la Turquie, les puissances occupant l'Égypte, sont en guerre. Toutes les fouilles sont arrêtées dans la vallée des rois. La guerre donne à Carter l'occasion de préparer son projet. Il recherche dans les archives les preuves de l'existence d'un roi oublié. Effectivement, il manque un nom. Je peux affirmer que nous avions de bonnes raisons d'espérer trouver la tombe de Toutankhamon. Nous étions même certains qu'elle devait être située non loin du centre de la vallée. Toutankhamon, un roi qui occupa le trône d'Égypte à une époque de troubles et de révolution. On pense aujourd'hui que Toutankhamon était le fils du pharaon Akhénaton, celui qui déclara que le disque solaire était le dieu unique et qu'il fallait renoncer à tous les autres dieux, ce qui entraîna le chaos. Pendant 17 ans, Akhénaton régna sur une Égypte divisée. L'une de ses femmes était Néfertiti, une reine d'une beauté légendaire. Mais quand le pharaon mourut, sa religion monothéiste disparut avec lui. Carter sait que le successeur d'Akhénaton était le mystérieux Toutankhamon, qui ne régna que quelques années avant de tomber dans les oubliettes de l'histoire. En 1917, l'Égypte est fermement entre les mains des Britanniques. Carter peut reprendre son travail. Le plan de Carter est méthodique mais épuisant. Utilisant une nouvelle technique développée pendant la guerre, celle du bombardement par quadrillage, il divise la vallée en petites sections de telle sorte qu'aucune entrée ou qu'aucun escalier n'échappe aux recherches. S'il existe encore une tombe royale, Howard Carter ne peut que la trouver. Des milliers de tonnes de pierres devront être enlevées avant que l'on puisse espérer trouver quelque chose. Peut-être découvrirons-nous un tombeau,
Et même si ce n'était pas le cas, c'est un risque que nous sommes prêts à prendre. 1917, 1918, 1919. Les trésors de la vallée échappent à Carter, comme ils avaient échappé à tous ceux qui l'avaient précédé. En 1920, Carnarvon et sa fille, Lady Evelyn, viennent constater de bien maigres découvertes, c'est-à-dire quelques poteries, et se demandent s'il est opportun de poursuivre les recherches. Cela faisait maintenant plusieurs saisons que nous creusions dans la vallée avec de bien maigres résultats. Et nous discutions âprement de l'opportunité de poursuivre le travail ou d'essayer de trouver ailleurs un site plus avantageux. Était-il justifié de continuer après toutes ces années stériles? L'après-guerre n'a pas été très bienveillante pour l'aristocratie anglaise. Creuser des trous en Égypte sans résultat est une entreprise coûteuse. Carter a constamment peur de perdre le soutien de son mécène. « 1920, 1921. Le réseau de voies ferrées que Carter a fait construire a transporté des milliers de tonnes de débris, mais toujours rien d'intéressant. Pendant l'été de 1922, Carter doit retourner en Angleterre pour une rencontre qu'il redoute. La patience et l'argent de Carnarvon s'épuisent. Mais Carter est toujours convaincu qu'il peut trouver le tombeau de Toutankhamon. Il ne reste plus qu'une petite région à explorer. Si Toutankhamon est enterré dans la vallée, c'est ici qu'il doit se trouver. Carnarvon se laisse fléchir. Il financera une ultime fouille dans la vallée des rois. Carter retourne en Égypte en novembre 1922. Il amène avec lui un canari, dont le brillant plumage étonne ses ouvriers. Son serviteur, Abdel, affirme que l'oiseau est le présage de la découverte prochaine d'un trésor étincelant. C'est un oiseau doré qui va nous porter chance. Cette année, nous trouverons, si Dieu le veut, un tombeau rempli d'or. Trois jours plus tard, Howard Carter pénètre dans la vallée comme il l'a déjà fait des milliers de fois. Mais aujourd'hui, sa vie va changer. À jamais. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Un silence inhabituel m'a fait réaliser que quelque chose d'extraordinaire venait d'arriver. Les ouvriers ont dégagé un escalier en pierre à quelques mètres à peine d'une attraction touristique très fréquentée, la chambre funéraire de Ramsès VI. J'ai osé espérer que nous avions enfin trouvé notre tombeau. Maintenant, le travail progressait plus rapidement, marche après marche. Vers la fin de la journée, la partie supérieure d'une porte était visible. Avec une émotion fébrile, j'ai cherché sur la porte les sceaux permettant d'identifier le propriétaire, mais je n'ai pas trouvé de nom. Était-ce la tombe du roi que je recherchais depuis tant d'années? Ces ouvriers égyptiens l'appellent la tombe de l'oiseau doré. Le canari de Carter leur aurait-il vraiment porté bonheur? Le lendemain matin, Carter envoie en Angleterre un télégramme optimiste à Lord Carnarvon. Avons enfin fait une découverte merveilleuse dans la vallée, une tombe magnifique avec des sceaux intacts. Félicitations, Carter. Carter est obligé d'attendre l'arrivée de son mécène. Son état d'esprit passe alternativement de la surexcitation au désespoir.
il ne sait pas encore s'il a trouvé une tombe déjà pillée ou un tunnel magique vers le monde du passé. En novembre 1922, en Égypte, dans cette vallée des rois désolée, l'archéologue anglais Howard Carter a découvert un escalier oublié depuis 3000 ans. Mais qu'y a-t-il derrière cette porte close? Est-ce la tombe fabuleuse de l'oiseau doré, comme le croient ses ouvriers? Il y avait toujours l'affreuse possibilité que la tombe n'ait pas été achevée et jamais utilisée. Et même s'il avait été terminée, il y avait toujours la décourageante probabilité qu'elle ait été entièrement pillée dans un lointain passé. Cette angoissante possibilité hante Carter pendant les 2 semaines du long voyage depuis l'Angleterre qu'effectue son mécène, Lord Carnarvon, en compagnie de sa fille, Lady Evelyn. C'est un voyage que Lord Carnarvon a souvent entrepris par le passé, mais aujourd'hui, les enjeux sont plus importants que jamais. Le train qui longe le Nil les amène dans cette vallée qui obsède Carter depuis un quart de siècle. Vallée qui a englouti la fortune de Carnarvon au cours de 6 années de frustration. Le 23 novembre, exténué mais trop excité pour se reposer, il traverse le Nil pour atteindre le chantier. Les fouilles se poursuivent. La porte est dégagée et au-dessus, le sceau de Toutankhamon. La persévérance de Carter a enfin payé. Mais à l'heure de son triomphe, Carter remarque quelque chose qui lui fait l'effet d'un coup de poignard dans le dos. Cette porte avait été ouverte, puis refermée à 2 reprises. La tombe n'était donc pas absolument intacte comme on l'avait espéré. Des pilleurs y étaient entrés, et plus d'une fois. Le travail continue avec frénésie. Qu'y a-t-il derrière le mur? Un passage rempli de gravailles de pierre. 3 jours plus tard, le corridor est dégagé. Pour la première fois depuis 3000 ans, les pas de l'homme résonnent dans ce passage silencieux menant au corps du défunt. Et derrière une autre porte scellée dort un monde de richesse ou de ruines. De mes mains tremblantes, j'ai fait une petite brèche dans le coin supérieur gauche. Agrandissant le trou dans la porte, je risquais un coup d'œil. Au début, je n'ai rien pu voir. Puis les détails de la pièce apparurent lentement dans la pénombre. J'étais muet d'étonnement. Et quand Lord Carnarvon me demanda anxieusement « Voyez-vous quelque chose ?» Tout ce que j'ai pu répondre, c'était « Ah oui, des choses magnifiques. » À l'intérieur, des splendeurs que jamais l'homme moderne n'avait contemplées. Et cependant, les 2 archéologues ont la sensation qu'il manque quelque chose. L'idée prit corps dans nos cerveaux troublés que dans ce mille-mille d'objets, il n'y avait ni cercueil ni trace de momie. Je remarquai pour la première fois qu'entre les 2 statues dressées en sentinelle, il y avait une autre porte murée. Nous avons finalement compris. Nous étions encore sur le point de faire notre découverte. Ce que nous avions vu n'était qu'une antichambre. Derrière la porte gardée, il y aurait d'autres pièces, et dans l'une d'elles gisait le pharaon.
La réalité les stupéfie. Une tombe royale intacte. Intacte, mais profanée. Peu de temps après les funérailles royales, des voleurs avaient enlevé des cassettes remplies de pierres précieuses et de joyaux. Mais ce qu'ils ont abandonné est stupéfiant. Des chars royaux. Des divans recouverts d'or que nous ne connaissions que par des peintures sur les murs des tombeaux vides. Des boîtes de forme ovoïde contenant de la viande et du gibier pour sustenter le pharaon au cours de son voyage. Et puis, de touchants bouquets funéraires placés là juste avant que les portes ne soient scellées. Le tombeau est constitué de plusieurs petites pièces. C'est par un passage minuscule que l'on accède à celle que Carter appelle l'annexe. Mais c'est la pièce murée, gardée par les deux statues, qui les obsède. Tard dans la nuit, nous avons supputé les trésors qui pouvaient se trouver derrière cette porte. Des visions d'objets comme ceux que nous avions découverts, accumulés, chambre après chambre, nous traversaient l'esprit et nous coupaient le souffle. Je pense que nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. En fait, ils n'ont pas dormi du tout. Secrètement, ils retournèrent au tombeau, obsédés par le besoin de savoir si le pharaon lui-même gisait toujours là, derrière cette porte murée. Les choses qu'ils découvrent vont au-delà de toutes leurs espérances. Les sceaux sont toujours intacts. Ils sont maintenant certains que le pharaon les attend, protégés derrière des murs faits d'or et de beauté. Les sceaux d'argile posés par les grands prêtres sont toujours intacts, prouvant ainsi que les pilleurs de tombes n'ont pas violé le tombeau royal. L'ancienne Égypte est sur le point de révéler ses secrets les plus sacrés. Un ordre cosmique immuable, dans lequel le pharaon est à la fois un homme et un dieu. À la mort du pharaon, l'univers se retrouve en plein désarroi. La religion égyptienne exige que les rites dictés par la tradition soient célébrés, les formules magiques récitées et la momie embaumée. C'est sûrement à ce moment précis que le ciel et la terre retrouvent leur harmonie. Des centaines de souverains ont entrepris ce voyage divin, mais un seul, Toutankhamon, est resté pour éblouir nos yeux. Mais avant le réveil du pharaon, Carter devra subir des années de travail, de chagrin, de tragédie et de triomphe. Au cours de l'hiver de 1922, le monde apprend avec stupeur la nouvelle de la découverte du tombeau du pharaon Toutankhamon. Des foules de reporters, de touristes et de dignitaires brisent le silence de la vallée des rois. Brusquement, Howard Carter, un homme réservé et solitaire, doit faire face à des vagues de curieux. Malgré ces foules, Carter fait preuve d'une patience extraordinaire. Il exige que chaque objet découvert dans le tombeau soit minutieusement catalogué et préservé. Lord Carnarvon pense que ce travail occupera Carter pendant des semaines. En fait, il y consacrera tout son temps au cours des 10 années qui suivront. Une équipe du musée métropolitain de New York travaille à proximité. Carter engage Harry Burton, le photographe du musée. Burton numérote et photographie chaque objet trouvé dans la tombe à l'emplacement précis où il a été découvert. Mais de nombreux objets sont d'une désespérante fragilité.
Afin de les préserver, Carter fait appel à Arthur Mess, un autre expert du musée métropolitain. La fille de Mess, Margaret Orr, est le seul témoin vivant de cette époque unique et passionnante. Elle avait 9 ans lorsque son père l'a emmenée en Égypte pour la première fois. Le travail était si captivant. Carter pouvait compter sur mon père qui était toujours disponible en cas d'urgence. Quand il y avait quelque chose de très difficile à sortir du tombeau, Carter savait que mon père ne le laisserait pas tomber. Il le faisait toujours demander. La tâche entreprise par l'équipe est la plus difficile de l'histoire de l'égyptologie. Lentement, Toutankhamon, le pharaon oublié, renaît. Les objets trouvés dans le tombeau révèlent un roi adolescent servi par sa reine, Ankhésénamon, probablement sa demi-sœur. Alors que le tombeau continue de livrer ses secrets, les archéologues trouvent un indice qui pourrait renforcer la thèse de la jeunesse de Toutankhamon. Je me souviens de ma mère me racontant. Papa m'a dit qu'ils avaient trouvé un gant d'enfant dans le tombeau. Il m'a dit d'aller chez Harrods avec l'un de tes gants à peu près de la même taille. Il veut ainsi trouver l'âge du roi et savoir si, en fait, il s'agissait d'un enfant roi. Toutankhamon n'était qu'un enfant lorsqu'il est monté sur le trône. Il était encore adolescent quand il est mort. La moitié de la grande fortune de Toutankhamon appartient désormais à Lord Carnarvon. Son triomphe rend furieux les nationalistes égyptiens qui estiment que les trésors de Toutankhamon sont la propriété de l'Égypte. Carnarvon aggrave la situation en vendant l'exclusivité des droits du récit au Times de Londres, exaspérant ainsi les journaux concurrents. Le tombeau ne lui appartient pas. Ce ne sont pas les ossements de ses ancêtres qu'il a déterrés dans les montagnes galloises. C'est un pharaon en terre égyptienne qui l'a trouvé. Pour les nationalistes, le tombeau n'est pas une malle au trésor à piller, c'est la sépulture sacrée d'un grand ancêtre. L'exaltation de la découverte s'est calmée. Carter commence à perdre patience. Carnarvon transforme le tombeau en attraction touristique. Il y organise des pique-niques pour des amis fortunés. Carter est furieux. Cette tombe est une chance unique qu'aucun archéologue n'a jamais eue avant nous. Mais pour pouvoir en tirer pleinement parti, il est absolument essentiel de nous permettre de poursuivre notre travail sans être interrompus. Mi-entreprise scientifique, mi-spectacle, les fouilles continuent. Carter et Carnarvon n'ont parlé à personne de leur visite secrète dans la chambre mortuaire. Ils ont rapidement effacé les traces de leur passage. En février 1923, ils mettent en scène une ouverture officielle et théâtrale de la chambre devant un auditoire sélectionné. Ils démontent le mur pierre par pierre. Et derrière, ils trouvent un autre mur en or. À l'intérieur de ce sanctuaire scellé, un autre obstacle, un autre sanctuaire en or. Comme Carter va le découvrir, c'est le second des 4 obstacles le séparant encore du pharaon. Dans la salle précédant la chambre funéraire, un trésor constitué d'objets rituels destinés à assurer le passage sacré de l'enfant roi décédé. Gardien de l'entrée, Anubis,
le protecteur du roi. Dans cette salle qui donne le frisson, il découvre un autre objet d'une étonnante piété et d'une grande élégance. Face à la porte, au fond de la pièce, se dressait le plus magnifique monument que je n'ai jamais vu. C'est sans aucun doute le coffre canope contenant les urnes qui sont si importantes dans le rituel de la momification. Gardées par des déesses, les urnes contiennent les viscères du roi. Représentant le voyage de la mort à la résurrection divine, des peintures illuminent les murs de la chambre funéraire. Un cortège funèbre porte le roi défunt. Ceux qui le composent ont des bandeaux blancs, symbole de la pureté de leur douleur. Le hak, la force divine lui a été accordée, c'est le symbole de la vie éternelle. Il reçoit le haï, la bénédiction du grand prêtre, l'homme qui succédera à Toutankhamon à la tête de l'Égypte. On peut admirer aussi l'enfant roi embrassant Osiris, le maître du royaume des morts. Le pharaon et le dieu ne font plus qu'un. Présents encore sur ces peintures, les 12 babouins sacrés, représentant les heures de la nuit qui annoncent la renaissance quotidienne du soleil et symbolisent la résurrection du roi. C'est une découverte magnifique. Mais la religion de l'ancienne Égypte met en garde tous ceux qui osent profaner le tombeau d'un pharaon. Celui qui violera ma tombe sera puni par le dieu soleil. Je m'abattrai comme un oiseau rapace sur celui qui pénétrera dans ce tombeau. Au même moment, le canari de Howard Carter est avalé par un cobra, le serpent sacré, protecteur du roi. Devant le tombeau, un journaliste murmure « Je donne à Carnarvon 6 semaines à vivre, pas plus ». La légendaire malédiction de Toutankhamon vient de naître. La découverte du tombeau intact d'un pharaon égyptien est un événement d'une immense importance scientifique. Mais la presse se concentre sur le mythe macabre de la malédiction de la momie. Malédiction ou coïncidence, croyez-le si vous voulez, mais une chose est certaine. Dans la tombe du roi mort se trouvait cet avertissement « Les ailes de la mort s'abattront instantanément sur celui qui touchera la tombe du pharaon ». On a dit que le jour de l'ouverture officielle du tombeau, Lord Carnarvon avait été piqué sur la joue par un moustique. En se rasant, il a écorché la blessure qui s'infecta. 6 semaines plus tard, Carnarvon mourait. Officiellement, il est mort d'une pneumonie, mais un monde superstitieux croit savoir ce qui a vraiment tué Carnarvon. La magie noire du tombeau de la momie. D'étranges phénomènes se produisent, une coupure d'électricité au Caire au moment du décès de Carnarvon. La mort soudaine du chien favori de l'aristocrate dans son château en Angleterre. Et bien entendu, le canari de Howard Carter, avalé par un cobra. Le mythe de la malédiction du roi Toutankhamon persistera pendant des décennies. Les touristes qui visitent en masse la pièce au trésor souterraine ne se doutent pas que des 15 personnes qui l'ont découverte, 12 sont mortes de façon mystérieuse, la plupart dans de sinistres circonstances. L'image d'une momie courroucée devient une constante pour les films et les livres d'horreur. Alors que les crédules colportent leurs histoires de fantômes, Howard Carter lutte contre le désespoir et la tristesse. Il a perdu son mécène. Lady Evelyn quitte l'Égypte et épouse peu de temps après le fils du président de la compagnie Lloyd's de Londres. Au moment de sa grande découverte, Howard Carter se retrouve seul.
Il faudra toute une année à Carter avant qu'il ne puisse entreprendre la plus difficile de toutes ses tâches, dégager les tombes en or dans lesquelles repose toujours la momie de Toutankhamon. Pour mener à bien sa tâche, Carter a besoin de toute sa concentration, mais les foules de curieux ne cessent de grandir. Au cours de l'hiver de 1923, Harry Burton et Arthur Mess reprennent leur méticuleux travail. À cette époque, Margaret Orr visitait souvent le laboratoire de son père. Ils travaillaient dans une très jolie tombe désaffectée qu'ils avaient pratiquement transformée en atelier. Tout ce dont je me souviens, c'était que mon père disait qu'il devait y avoir d'autres moyens de prendre soin de ces objets. Mais tout ce qu'il pouvait faire alors, c'était d'inclure tous ces objets dans de la cire fondue pour empêcher qu'ils ne se brisent avant de les déménager, car ils étaient affreusement fragiles. Il m'a montré tout ça. Il m'a dit, je pense que ce sont les chars que tu aimeras le plus. Et c'est vraiment ce que j'ai préféré. La nacelle était très belle. On voyait de chaque côté du siège des personnages au visage absolument magnifiques. Tout ce que je pouvais faire, c'était de les regarder en essayant de les identifier. Ce qui me semblait le plus romantique, c'était ce jeune enfant roi, dans son char magnifique tout en or, traversant le désert à une vitesse folle. Tout cela captivait mon imagination. L'équipe de Carter se rendit compte rapidement que Toutankhamon reposait à l'intérieur d'une série de tombeaux richement décorés. Pendant 12 semaines, travaillant dans des conditions étouffantes, ils ont démonté le mausolée royal jusqu'à ce que finalement les portes du 4e et dernier tombeau s'ouvrent en grand. Nous allions être les témoins d'un spectacle que personne vivant à notre époque n'avait encore eu le privilège de voir. Le moment décisif était arrivé. Les portes s'ouvrirent lentement, et là, occupant tout l'espace, se trouvait un immense sarcophage jaune, intact, le couvercle toujours parfaitement en place, exactement comme il avait été posé jadis par des mains pieuses. Sur le couvercle, Carter découvre une inscription. Que celui qui repose ici ne soit jamais outragé, le fils de Ra, Toutankhamon. Le 12 février 1924, devant un autre groupe d'invités de haute personnalité, Carter est enfin prêt à soulever le lourd couvercle du sarcophage. J'ai donné le signal. Et dans un silence absolu, l'énorme couvercle pesant plus d'1 tonne quitta son assise. La lumière illumina le sarcophage. Le contenu était entièrement couvert d'un suaire en toile légère. L'effigie du jeune enfant roi remplissait tout l'intérieur du sarcophage. Ce que nous avions devant les yeux était si magnifique que nous en eûmes le souffle coupé. Ce qui aurait dû être l'instant suprême de son triomphe est au contraire le commencement d'une bataille qui forcera Howard Carter à quitter la vallée des rois. Au Caire, un nouveau gouvernement de nationalistes égyptiens estime que Toutankhamon est le symbole parfait de la majesté et de la puissance égyptienne. Lorsque Carter propose que les épouses de ses collègues, et non pas des officiels égyptiens, soient ensuite autorisées à visiter le tombeau, le gouvernement refuse. Carter est outré. Il cadenasse l'entrée du tombeau. Carter dicte une lettre ouverte aux autorités égyptiennes. Étant donné les restrictions insupportables et le manque de courtoisie du ministère des Travaux publics égyptien, tous mes confrères et moi-même refusons de poursuivre les recherches scientifiques dans le tombeau. Le gouvernement donne 48 heures à Carter pour remettre les clés du tombeau. Il refuse. L'échéance n'est pas respectée, les Égyptiens passent à l'action. Ils envoient des hommes en armes à son domicile. Pour accéder au sarcophage, les ministres devaient descendre dans le tombeau, en briser les cadenas et en prendre possession.
Je crois me rappeler que Carter, énervé, a dû dire à mon père « Venez avec moi, je me sens vraiment déprimé et amer et je pense que c'est peut-être pour ce soir. » C'est extraordinaire que les Égyptiens aient pris l'initiative de faire intervenir l'armée pour récupérer les clés des cadenas des mains d'un petit homme sans défense, se tenant sur le pas de sa porte. C'est la première grève de l'archéologie et la plus grande erreur de Howard Carter. Il doit quitter l'Égypte, ignorant s'il pourra un jour contempler le visage de Toutankhamon. Sans enthousiasme, Carter accepte de donner des conférences en Amérique du Nord. La tournée lui apporte richesse et gloire, mais intérieurement, Carter est en proie à un sentiment mélange de confusion et de défaite. Une petite couronne de fleurs était posée sur le couvercle extérieur doré. Nous avions plaisir à penser qu'il s'agissait là du dernier adieu de l'enfant reine à son défunt mari. Je vais devoir me retirer, le cœur brisé, en renonçant à toute prétention sur la découverte de Toutankhamon et en renonçant également à toute autre recherche archéologique. Quelles que soient les disciplines artistiques, cinéma, musique, couture ou autres, le roi Toutankhamon est à la mode. La Toutankhamon manie est née. Carter retourne en Angleterre pendant l'été 1924. Pour l'exposition de Wembley qui vante les réalisations de l'Empire britannique, on recrée grandeur nature le tombeau de Toutankhamon, sans l'avis et l'accord de Carter. Carter tente d'engager des poursuites, puis abandonne. Le tombeau est devenu le centre d'intérêt principal de l'exposition. Dans la vallée des rois, le véritable tombeau reste fermé. Les Égyptiens eux-mêmes reconnaissent que seul Howard Carter est capable de poursuivre l'ouverture du cercueil sacré et d'en extraire la momie. Le sommeil du pharaon reste inviolé. Mais bientôt, des événements dramatiques vont ramener Carter en Égypte, lui permettant de contempler le visage de Toutankhamon. Dans l'Égypte éternelle, la mort est le commencement du renouveau. Et maintenant, c'est la mort qui donne un renouveau à Howard Carter. En novembre 1924, la bombe d'un terroriste tue Sir Lee Stack, haut représentant britannique en Égypte. La Grande-Bretagne force le gouvernement nationaliste à démissionner et en installe un nouveau, plus ouvert à ses intérêts. Carter retourne dans la vallée en décembre. Mais les règles ont changé. À l'avenir, son travail sera contrôlé par des représentants officiels égyptiens. Le travail reprend dans la vallée des rois et pour Carter, le moment de vérité tant attendu approche. L'incroyable beauté de cette réalisation artistique continue de stupéfier Carter, alors que sont ouverts les uns après les autres les différents cercueils. C'était à la fois un moment d'anxiété et d'excitation. Il a été relativement facile d'ôter le couvercle, révélant un second cercueil à forme humaine magnifique, recouvert d'une gaze légère. Et sous cette gaze, par endroits, on pouvait apercevoir des morceaux de verre taillés, colorés, incrustés dans ce splendide cercueil doré. Nous pouvions maintenant admirer de nos propres yeux le plus bel exemple d'art funéraire de l'ancienne Égypte. C'était une représentation superbe du roi gisant. Les huiles rituelles utilisées par les prêtres pour oindre le corps du pharaon étaient devenues aussi dures que la pierre. Et même après qu'elles aient été fondues, le poids du cercueil déconcertait encore Carter, jusqu'à ce qu'il en découvre la raison. Le troisième cercueil était en or massif.
Quelle richesse avait dû être ensevelie avec ces pharaons? Quel trésor était encore caché dans cette vallée? Pendant 30 ans, Howard Carter a rêvé de cet instant. À l'intérieur de ce cercueil en or, un autre trésor inattendu et de tous le plus magnifique. Le masque d'or couvrant le visage de la momie de Toutankhamon. En de tels moments, il est impossible d'exprimer ses émotions, tant elles sont complexes et profondes. Plus de 3000 ans s'étaient écoulés depuis que le dernier regard humain s'était posé sur ce cercueil. Le temps, mesuré à l'aune de la vie humaine, semblait perdre toute signification devant un tel spectacle, témoignage réel des rites religieux solennels d'une civilisation disparue. Plus de 150 joyaux éblouissants, presque tous en or, étaient disposés sur le corps du roi, précisément comme le décrit le livre égyptien des morts. Le jeune pharaon était enfin devant nous, un obscur et éphémère souverain qui cessait d'être l'ombre d'un nom et revenait, après plus de 3000 ans, dans le monde de la réalité et de l'histoire. Les quelques fragments de tissu décomposés, balayés par un pinceau en poil de zibeline, révélèrent le visage placide et serein d'un jeune homme. Ce visage aux traits harmonieux était celui d'une personne raffinée et cultivée. Le tombeau avait dévoilé son secret. Le message du passé nous était parvenu en dépit du poids du temps et de l'érosion des années. Seule une question se posait encore à Howard Carter. Pourquoi l'enfant roi était-il mort si jeune? Après avoir ôté le masque de son bien-aimé pharaon Toutankhamon, Howard Carter se demande comment est mort l'enfant roi. Dans le grand temple de Karnak se trouve une statue dont le visage ressemble étrangement à l'image du masque d'or de Toutankhamon. Mais le nom du roi a été remplacé par celui de son successeur, afin d'occulter l'existence de ce roi dans la vie et la mort. Carter suspecte que le jeune monarque a été assassiné. Assassiné peut-être par le même prêtre qui l'avait béni dans son tombeau en or. Récemment, les rayons X ont révélé la présence d'un petit fragment d'os à l'intérieur du crâne du roi, preuve d'un meurtre éventuel. Il est possible que Toutankhamon ait été la dernière victime de la révolution monothéiste engendrée par son père, Akhenaton, et qu'il ait été tué par des prêtres impatients de restaurer l'ancienne religion. Les 7 années suivantes, Howard Carter va patiemment étudier et préserver les objets fabuleux contenus dans la tombe de Toutankhamon, les préparant pour être exposés au Grand Musée du Caire. Au cours de ces 30 dernières années, cette collection a parcouru l'Amérique, l'Europe, la Russie et le Japon, fascinant des millions de visiteurs avec les objets les plus extraordinaires du monde antique. En 1932, les recherches sont terminées. Carter reste en Égypte, racontant l'histoire de sa grande découverte aux touristes qui veulent bien l'écouter. Carter meurt en 1939, sans être reconnu. Il est déjà oublié de son vivant. Ce fut une fin ironique pour l'homme qui découvrit Toutankhamon, un pharaon mineur et longtemps oublié. Carter le ressuscita et partagea son sort. Mais aujourd'hui, parmi tous les grands pharaons d'Égypte, seul le nom de Toutankhamon résonne de l'écho du passé.